café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Bonjour, Julien Rochdy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous laisse commencer avec votre édito. Alors oui, vous savez, on parle beaucoup du déclassement de la France en ce moment. Oui. Tous les jours. Dans bien des domaines, mais hier, Mario Draghi, vous savez, l'ancien président du Conseil des ministres italien et ex-président de la BCE, a alerté sur le déclassement général, non pas de la France, mais de l'Europe tout entière. Et c'est extrêmement préoccupant, parce qu'il nous rappelle à quel point nous avons décroché ces 30 dernières années face aux États-Unis et à la Chine, laissant une Europe autrefois phare du monde et première puissance économique mondiale loin derrière. Car oui, on oublie assez souvent que 30 ans seulement après la Seconde Guerre mondiale, les économies additionnées des 6 pays fondateurs de la communauté européenne constituaient la première économie du monde, 20 ans après la Seconde Guerre mondiale même. Nous avons perdu cette prééminence, mais surtout nous nous éloignons de plus en plus vite de nos concurrents. Et un chiffre marquant en témoigne, c'est l'écart de niveau du PIB entre les États-Unis et l'Union européenne qui s'est progressivement creusé entre 2002 et 2023, passant d'un peu plus de 15% à plus de 30% aujourd'hui, C'est soit énorme. le double. Ouais. Alors disons le mot, l'Europe, et pas seulement la France, est entrée en décadence économique et politique. Parce que politique, en effet, en plus de la décadence économique, ce que Mario Draghi a la franchise de rappeler. Ce décrochage aura en effet pour conséquence une incapacité prochaine à financer notre modèle social, à pouvoir impulser de nouveaux modèles de développement, notamment plus écologistes, ce qu'on attendait de l'Europe, et surtout de pouvoir faire peser le continent, l'Europe, sur le plan géostratégique. Notre faiblesse s'amplifiant, il semble que notre avenir consistera à choisir nos maîtres, aujourd'hui les États-Unis, demain peut-être la Russie, après-demain pourquoi pas la Chine. Après avoir outrageusement dominé le globe pendant des siècles, nous risquons bien de devoir être à sa botte si nous ne nous reprenons pas. Nous serons dépassés dans le domaine du numérique, dans l'industrie, dans le spatial et même, et ça c'est quand même le pire, dans la transition énergétique, car c'est par exemple aujourd'hui la Chine qui est en tête dans ce domaine, contrairement à ce que des imbéciles, vous savez, veulent nous faire croire. En disant régulièrement « Oh, mais ça sert à rien la transition énergétique parce que l'Inde et la Chine, eux, s'en moquent ». Non, pas du tout. Le leader mondial aujourd'hui des véhicules électriques, des panneaux solaires et qui a mis la main sur presque toutes les terres rares indispensables à la transition énergétique, c'est la Chine. Donc vous vous rendez compte, nous nous faisons dépasser sur le terrain qui fut le nôtre, qui fut presque le seul nôtre et pour lequel nous avons quasiment seul prêché pendant très longtemps la transition énergétique. Parce que cette décadence économique et politique, c'est d'abord le résultat malheureux d'une profonde décadence morale et intellectuelle. Draghi n'ose pas aller sur ces sujets, bien sûr, mais nous allons le faire pour lui. Si l'Europe décroche, c'est parce qu'elle a renoncé elle a renoncé à toute volonté de puissance, qu'elle a déclaré au monde n'être rien d'autre qu'un espace flou et vague de l'application du droit et de l'exercice démocratique, ce qui n'en fait en rien une identité. Et parce qu'elle a été incapable de générer un enthousiasme qui aurait pu nous sortir des égoïsmes nationaux, qui de concert font un ensemble bruxellois mal bâti, bureaucratique, technocratique, que personne n'aime au fond, ni les patriotes, ni les vrais Européens. Un machin à mi-chemin entre une organisation supranationale et une alliance bâtarde de nations toujours méfiantes. En bref, rien qui puisse susciter l'adhésion, rien qui puisse donner des axes clairs et des volontés fortes, seules capables de nous sortir de notre torpeur. D'ailleurs, Draghi le déclare, à défaut d'une capacité à pouvoir investir en commun dans les grands secteurs stratégiques d'avenir, à défaut de pouvoir emprunter ensemble pour constituer une force militaire commune, à défaut de se débarrasser de tout ce qui enserre notre économie ou qui prétend à l'écologie en étant en vérité qu'un avatar d'un socialisme aberrant, eh bien, à défaut de tout cela, nous n'y arriverons pas. Une preuve, s'il en fallait une, Ursula von der Leyen a réagi à ces propositions de financement commun en disant qu'il pourrait par exemple être alimenté par de nouvelles taxes européennes. Donc, plus de socialisme pour échapper aux calamités du socialisme. Autre chose, on apprend aujourd'hui que la ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera, est pressentie pour prendre la tête de la politique environnementale de l'Union européenne. Or, cette socialiste est bien connue pour avoir des positions très antinucléaires. Autrement dit, tout ce qu'il ne faut pas faire, dans le nucléaire, vous savez, est quasiment notre seul avenir énergétique et donc économique. Nous en sommes donc là, mes amis, et c'est à désespérer parfois.
Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire qu'à notre propre décadence nationale répond la décadence européenne, que les deux sont en vérité liés et qu'il est fou de croire qu'on s'en sortira chacun de notre côté, on s'en sortira tous ensemble, ou bien, je vous le dis, on crèvera tous ensemble. Ah bah, c'était votre conclusion. Merci Julien Rogy pour cet édito. L'addition. Alors Julien Rogy, je rappelle simplement à nos éditeurs que vous êtes écrivain et éditeur, auteur notamment de L'amour et la guerre paru en 2021, de Philosophie de droite en 2022 et Surhomme et sous-homme, valeurs et destin de l'homme paru en 2023 aux éditions Héthérie. Alors on parle de déclassement aujourd'hui, c'était le thème de votre édito, déclassement européen. Vous avez fait un parallèle avec les États-Unis sur le PIB. En Europe, le PIB de la France est inférieur à la moyenne européenne et cette année la France s'illustre par le 19e déficit public le plus élevé des 20 pays de la zone euro. Puis il y a le déclassement PISA. C'est un autre déclassement, mais dont on parle forcément en ce début d'année. La France se classe 22e en maths, 24e en compréhension de l'écrit, 22e en sciences parmi les 38 pays de l'OCDE. Julien Rogy, tous ces déclassements qu'on évoque, comment ça s'explique? Alors, il y a des raisons propres à chaque déclassement, bien sûr, mais on a l'impression d'une espèce d'abandon total depuis quelques années. Oui, ben les déclassements, c'est comme les emmerdes, ça vole en escadrille, comme aurait dit Chirac. Évidemment, tout est lié. Notre déclassement économique et politique est évidemment causé par un déclassement intellectuel, moral. Nous avons perdu énormément de choses de l'ordre de l'esprit qui ensuite génèrent des désordres matériels. Nous baissons d'un point de vue intellectuel, le QI baisse dans les pays occidentaux d'une manière générale, mais en France, c'est assez grave parce que bon, c'est un sujet qui est très politiquement incorrect, mais l'immigration que nous recevons chaque année n'aide pas en ce domaine-là, dans le domaine éducatif. Ça fait clairement baisser le niveau scolaire. Nos méthodes aussi sont pour quelque chose. Nos méthodes éducatives sont assez catastrophiques, toujours liées au pédagogisme des années 70 qui ont mené toute l'éducation nationale dans un désastre total. Donc cela ensuite engendre évidemment des cerveaux qui soit sont trop conformistes, sont incapables d'innovation, soit ces cerveaux sont capables d'innovation et capables d'entreprise, d'esprit d'entreprise, ensuite ces cerveaux sont gênés par un système bureaucratique, socialiste qui partout étouffe l'initiative, étouffe l'intelligence, étouffe l'esprit d'industrie. Et donc, ces cerveaux s'en vont, partent aux États-Unis. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs, avant même leurs entreprises, partent ailleurs. Donc nous avons des besoins sociaux qui sont toujours de plus en plus forts, avec des recettes qui sont toujours de plus en plus faibles. Donc, si vous suivez les courbes, ça va très très mal finir. Et ce que l'on constate en France, eh bien, nous pouvons malheureusement le constater dans d'autres pays européens. Mais la France, comme vous parliez de son PIB au sein des pays européens qui est très bas, la France est un très très mauvais élève de l'Europe. Et c'est d'ailleurs ce que je dis régulièrement, c'est que souvent on entend les patriotes vous savez, critiquer l'Union européenne en permanence pour essayer de mettre un petit peu la poussière sous le tapis et ne pas regarder leur propre turpitude. Les turpitudes françaises sont très graves avant même que d'attaquer l'Union européenne. Il faudrait nous regarder en face et voir ce que nous faisons de mal. Et croyez-moi, ils n'avons pas besoin de l'Union européenne pour faire beaucoup de mauvaises choses. Et j'allais dire même que les problèmes inhérents à la France, en tout cas d'un point de vue économique et même moral, et éducatifs, sont des problèmes qui sont liés seulement à la France, c'est-à-dire qui ne viennent pas du tout ni des États-Unis, ni de l'Europe, ni de tous les diables que l'on agite pour essayer de se défausser. Le problème éducatif dont nous parlions avec ce classement PISA qui est notre position dans le classement PISA qui est catastrophique, c'est un problème franco-français. Ouais. Vous avez des pays européens qui s'en sortent bien mieux. Regardez par exemple, même dans le monde, des pays comme l'Estonie. Alors évidemment, ce sont de jeunes pays, mais quand même, ils sont dans l'Union européenne. Eh bien, ils ont des systèmes éducatifs qui leur permettent d'être numéro 1 dans le classement PISA. La Finlande, certains pays du Nord, le Danemark, voilà. Et ce sont pourtant des pays européens. Donc voilà, je dis, tout est lié malheureusement. Notre imbécilité croissante répond à notre socialisme qui étouffe l'initiative et notre esprit d'entreprise. Celui-là engendre aussi des esprits fonctionnaires et assistés qui n'auront pas envie de s'investir à fond dans l'intelligence et avec énergie dans des innovations. Et puis tout cela crée un cercle vicieux qui
qui nous met là où nous sommes. Je vous sens un peu fataliste, Gérogie, sur ce sujet. Je suis un peu fatigué malheureusement par tout ça, mais je vous disais, dans mon édito, vous avez un avertissement lancé par Mario Draghi. Alors on en pense ce qu'on en veut, mais enfin bon, il a raison sur le fait d'alerter les Européens sur le déclassement. Et puis vous avez une réaction d'Ursula von der Leyen qui n'est pas à la hauteur. Vous avez la possible nomination d'une socialiste à la tête de la transition énergétique et de l'environnement européen qui ne va pas du tout dans le sens d'un retour de la puissance en Europe, ni même de l'écologie d'ailleurs, hein, auquel je suis très attaché. Vous n'avez pas du tout non plus de réaction des nations, parce que chaque nation est aujourd'hui sclérosée parce qu'elle se préoccupe que de ses propres problèmes, sauf que ce que j'ai bien dit à la fin, c'est que notre décadence nationale répond à la décadence européenne, et aujourd'hui nous sommes insérés dans ce continent et nous sombrerons avec l'Europe. La France ne s'en sortira pas toute seule, aucun pays européen ne s'en sortira tout seul, et à être incapable d'impulser quelque chose de neuf, de nouveau, d'entraînant à l'échelle continentale, eh bien nous allons nous rabougrir de plus en plus sur nos petits problèmes nationaux. Nous serons toujours à la botte des grandes puissances. Nous serons incapables de lancer les grands projets qui pourraient nous permettre d'entrer dans le 21e siècle avec confiance. Hein. Nous attendons toujours, parce que nous avons besoin du smartphone européen, nous avons besoin des réseaux sociaux européens, nous avons besoin d'un grand plan nucléaire européen, nous avons besoin d'une armée commune européenne pour pouvoir peser sur la scène mondiale. Nous avons besoin d'un certain nombre de grands projets stratégiques qui pourraient vraiment, en plus, je crois, impulser un enthousiasme nouveau et donc nous faire entrer dans un nouveau monde même mental qui sortirait justement du fatalisme dont je fais état. Parce que si nous avions cette volonté, si nous impulsions quelque chose de neuf et de possible, parce que là, il ne s'agirait pas simplement de vouloir ressusciter des projets du passé en disant oui, nous allons refaire la grande France du 19e siècle, nous allons revenir au général de Gaulle, nous allons... Des choses qui sont belles sur le papier, mais que l'on sait au fond absolument impossible. Si nous, au contraire, nous impulsions quelque chose de neuf et de possible pour refaire de l'espace européen le premier espace économique mondial et peut-être demain le premier espace stratégique mondial, là nous serions sur les rails de l'espoir, de l'enthousiasme, et je pense que tout ça pourrait créer des vocations, de l'énergie, de la force. Et c'est peut-être à notre génération d'impulser ça, puisqu'apparemment les générations précédentes en sont foutrement incapables. Ouais. Vous avez parlé, Julien Rogy, d'une armée commune européenne. C'est quelque chose qui pourrait servir la France plutôt que la desservir, selon vous ? Je constate simplement que l'armée française coûte très cher au pays, qu'aujourd'hui on coupe dans le budget de l'armée de plus en plus, que cette armée ne fait peur malheureusement à personne, même on l'a vu en Afrique, que la France n'a que très peu de voix aujourd'hui dans dans la guerre russo-ukrainienne, que dans le monde nous ne pesons presque plus. Donc moi je veux bien que nous restions attachés à notre armée française, cocorico, et la France seule et intégrale, comme si nous étions au 19e siècle. Moi j'adorerais ça, croyez-moi, il n'y a pas plus patriote que moi dans le passé. Mais aujourd'hui je regarde simplement la vérité, je vois une armée qui est loin derrière les grandes armées internationales, et c'est logique. Que pouvons-nous faire face à l'armée américaine, face à l'armée russe, face à l'armée chinoise, face à l'armée des continents civilisations qui vont être les grands acteurs politiques de demain? Nous n'avons pas la possibilité de les concurrencer. Et quand je regarde l'avenir du budget français, si vous voulez, je pense qu'on va de plus en plus couper malheureusement les budgets militaires, de sorte à avoir une armée française qui sera toujours de plus en plus affaiblie. Alors on peut dire maintenant, il faudrait doubler, tripler, quadrupler le budget de l'armée française, et je serais pour. Seulement, ce sera au prix de quoi? Est-ce que les Français accepteraient qu'on coupe radicalement dans toutes les dépenses sociales et dans un certain nombre de subventions qui finalement font vivre quand même une bonne part du pays? Donc simplement, moi j'essaie d'être réaliste et de ne pas faire des discours démagogiques. Les discours démagogiques, il y en a plein sur Internet, il y en a plein parmi les grands patriotes qui passent, les dissidents qui passent leur temps à critiquer les uns les autres alors qu'ils ne sont pas au pouvoir, et s'ils étaient au pouvoir, ce serait rigolo de les voir. Moi, je ne suis pas là pour faire de la démagogie, je regarde les choses en face. L'armée française ne retrouvera pas sa capacité de dissuasion qu'elle pouvait avoir au début du siècle dernier. Et vous savez, je viens de finir une immense biographie du général de Gaulle. Même le général de Gaulle, qui était quand même quelqu'un,
Et la France du général de Gaulle, c'était pas n'importe laquelle, comme il est dit dans OSS 117. Mais même le général de Gaulle passait son temps à pleurer une France qui était incapable de retrouver la grandeur qu'elle avait au 19e siècle. Donc si la France du général de Gaulle en était incapable et que le général de Gaulle en pleurait, je doute que la France d'Emmanuel Macron, ni même la France demain de Jordan Bardella ou de François Hollande ou de je ne sais qui encore qui pourrait, ou de Michel Barnier, pourrait récupérer la force que le général de Gaulle lui-même n'a pas pu obtenir, si vous voulez. Je n'y crois pas, parce que je suis réaliste. Voilà. Et alors, je rebondis sur un autre aspect de ce que vous avez dit plus tôt dans ce premier échange. Vous avez parlé de l'immigration sur l'aspect, évidemment, du déclassement scolaire. Et justement, j'en profite pour rappeler des chiffres pour nos auditeurs et pour vous poser une question. Alors, une étude INSEE 2021 nous explique effectivement que la Turquie, par exemple, est le pays d'origine qui décroche le moins le bac en France. C'est-à-dire qu'il y a seulement 39% des 20-35 ans dans les immigrés turcs en France qui décrochent le bac, contre 68% chez les non-immigrés, donc les Français de souche, on va dire. En parallèle, on voit que les chiffres sont encore plus importants chez les personnes originaires d'Asie du Sud-Est. 70% des 20-35 ans chez dans les pays d'Asie du Sud-Est ont le bac, donc plus même que les Français d'origine. C'est intéressant. Est-ce que ça vous laisse penser qu'on pourrait choisir notre immigration et notamment se tourner vers cette immigration asiatique ? C'est un immense tabou, hein, et je trouve qu'on n'insiste pas assez sur cet argument-là. C'est que si vraiment le problème était notre modèle d'intégration, c'est-à-dire que si le problème était la France et non les immigrés, alors comment se fait-il que les immigrés asiatiques réussissent parfaitement en France, et d'ailleurs dans la plupart des pays occidentaux ? Comment ça se fait ? Voilà. Répondez à cette question, et si vous répondez à cette question, vous devenez de droite, d'extrême droite dans la minute. Mais bon, il y a qu'une façon de répondre à cette question. Voilà. Et la gauche l'évite en général, parce que si vous voulez, l'asiatique est un immense caillou dans leurs chaussures. Voilà, l'asiatique qui arrive en France, qui s'intègre, qui donne très souvent comme prénom un prénom français à ses enfants, en tout cas comme premier prénom, qui travaille énormément et qui vient de pays dont le quotient intellectuel moyen est élevé. Comme par hasard, cet immigré-là n'a aucun problème d'intégration, n'a aucun problème d'assimilation, et personne ne récrimine à son égard. Donc voilà, évidemment, si on essaie de penser la politique d'immigration, au-delà justement de la démagogie, on se dit qu'il y a des secteurs entiers économiques qui nécessitent de la main-d'œuvre, et de la main-d'œuvre pas seulement manuelle, mais aussi intellectuelle. Il faut voir que nous avons de graves problèmes de main-d'œuvre intellectuelle dans bien des secteurs en France. Si l'on se dit ça, et que nous ne sommes pas dans une logique de décroissance, que personne ne souhaite la décroissance ou même la dépression économique pour parler à notre mot, pour utiliser un autre mot, et que donc nous voulons maintenir sous perfusion humaine des secteurs économiques qui, en temps normal, en temps normaux, devraient décroître et disparaître à défaut d'avoir assez d'hommes pour les occuper. Comme la restauration, je veux dire, pas mal d'hôpitaux, pas mal de domaines en France qui, voilà, du fait de notre incapacité à nous renouveler démographiquement, eh bien, nous avons besoin de main-d'œuvre intellectuelle et manuelle. Mais si nous partons de ce principe-là, nous devons regarder vers des pays qui, effectivement, pourraient nous apporter une main-d'œuvre qui ne soit pas trop problématique en termes culturels et sociaux. Donc, nous pourrions nous ouvrir bien davantage vers les pays de l'Est européen. Il y a les Ukrainiens, les Moldaves, les Bulgares qui pourraient apporter à la France. Les Roumains ont déjà apporté beaucoup, par exemple, aux hôpitaux français. Il y a énormément de médecins roumains dans tout le système hospitalier français. Et puis pourquoi pas, si nous en avons besoin, aussi nous ouvrir aux pays asiatiques. Mais bon, ce seront des mannes qui ne sont pas éternelles, parce que ces pays asiatiques ont aussi de graves problèmes démographiques et ne pourront pas, comme ça, envoyer leurs ressortissants chez nous, parce qu'ils en ont besoin chez eux. Donc peut-être, et là je dis ça comme ça, mais ça nous amènerait trop loin, peut-être serait-il temps de repenser aussi notre modèle économique tout entier, notamment celui basé sur la croissance uniquement, sur la croissance du PIB uniquement, parce que si nous ne le repensons pas, nous aurons toujours besoin de nous ouvrir à une immigration pour avoir de nouveaux consommateurs essentiellement, et puis des gens pour occuper des postes qui sont en déshérence aujourd'hui.
Louis Rigaudière. Julien Rochdy, j'aimerais vous faire réagir sur 2 informations qui peuvent paraître superficielles à côté des sujets que nous venons d'évoquer, mais qui sont quand même très révélatrices. À Paris, Anne Hidalgo annonce que les anneaux olympiques vont rester jusqu'à la Tour Eiffel au moins jusqu'en 2028. Et à Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron insiste et impose ses vitraux contemporains contre l'avis de tous les experts. Est-ce que ces attaques contre nos patrimoines répétés et systématiques révèlent une décadence, une nouvelle forme de décadence ? Bon, alors malheureusement, c'est pas une nouvelle forme de décadence. Le fait du prince en France, le fait du monarque, c'est toute l'histoire de France, hein. Malheureusement, la centralisation poussée à l'extrême et la réunification de trop de pouvoir au sein d'un monarque, dans les mains d'un seul monarque, c'est depuis Louis XIV et même avant, c'est le gros problème de la France. Donc cette décadence-là, de ce polycentrisme, ce monocentrisme français est très grave et a apporté beaucoup de malheur au pays. Et donc le fait que Emmanuel Macron puisse choisir lui-même, seul, quels seront les nouveaux vitraux de Notre-Dame, malheureusement, c'est la suite d'une longue histoire française qui, encore une fois, fait du monarque, alors hier monarchiste, et aujourd'hui du monarque républicain, le seul maître à bord, voilà. Et contre l'avis des experts, contre l'avis des Français, il peut décider, et les Français ne vont rien dire, parce que finalement, ils restent encore très attachés à leur centralisme jacobin, qui est malheureusement inscrit dans notre histoire. Quant à Anne Hidalgo, je ne savais pas j'apprends ce que vous me dites, hein. J'ai l'impression que ces Jeux Olympiques vont être sacralisés maintenant. Parce que ça a été la seule réussite apparente de ce gouvernement et de ces dernières années. Donc vous verrez, il y aura bientôt des lois de Guesso qui empêcheront de critiquer les Jeux Olympiques français. tellement le régime. Bon, on en rigole aujourd'hui, mais. est en train de les sacraliser. Donc nous conserverons sans doute les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, non pas jusqu'en 2028, mais jusqu'en 2057. Ah bah génial, super. Voilà. On passe à une petite devinette, Julien Rochdy, avant de changer de sujet, et ça va nous permettre justement d'amorcer le nouveau sujet. C'est une phrase prononcée par un homme politique dont on parle beaucoup en ce moment. Si les technocrates prennent le pouvoir, c'est parce que les politiques leur ont laissé. Coluche. Non, il aurait pu. Oui, c'est évident. C'est Barnier pour République. Et oui, c'est Michel Barnier dans une interview au Figaro en 2023. Et alors Michel Barnier a dit autre chose. En 2022, dans le Figaro toujours, une dissolution signerait une crise politique et un changement de gouvernement ne parviendrait pas à la résoudre. Wow. C'est pas mal, c'est actuel. Oui. Ouais. C'est un vieux retard de la politique, oui. Michel Barnier, il s'y connaît bien. Oui. Alors Michel Barnier, justement, a été nommé Premier ministre. Il devrait bientôt annoncer les noms de son gouvernement. Il a envisagé, parmi ses premières déclarations, le retour d'un ministère de l'immigration. D'abord, votre avis sur cette annonce. Est-ce que vous considérez que c'est un bon point, par exemple, pour le Rassemblement national qui a mené des négociations, et Marine Le Pen a d'ailleurs affirmé que Michel Barnier avait pris en compte certaines négociations? Alors oui, je ne suis pas convaincu immédiatement, disons d'emblée, par le ministère de l'immigration, parce que je me rappelle de celui de Nicolas Sarkozy, et celui-ci avait permis à faire entrer plus d'immigration, donc à faire entrer plus d'immigrés. Donc en la matière, il ne faut surtout pas se payer de mots. Et il ne faut pas que ce soit quelque chose de cosmétique. Et très souvent, on a été habitué à cela, hein, ces dernières années, notamment avec la droite UMP républicain, à des mesures qui ne sont en réalité que cosmétiques. Donc, d'emblée, je ne me réjouis pas forcément d'un ministère de l'immigration. Je constate quand même que c'est un signe envoyé, bien sûr, au Rassemblement national et à ses électeurs. Et c'est un signe, apparemment, d'un gouvernement, c'est un signe lancé d'un futur gouvernement qui voudrait se positionner plus à droite. Donc au moins, le spectre d'un gouvernement avec la gauche est en train de s'éloigner de plus en plus. On le voit d'ailleurs avec les déclarations de François Hollande, les déclarations des différents responsables de gauche, qui disent tous que non, il n'est pas possible apparemment, qu'un membre de la gauche puisse participer au gouvernement Barnier. Donc, ça ancre ce futur gouvernement Barnier à droite, c'est pas plus mal. Maintenant, voilà, est-ce que ce sera une droite uniquement cosmétique, incapable de mettre vraiment la main dans le cambouis et de vraiment prendre les choses à bras-le-corps? On verra. En tout cas, c'est quand même dans cette litanie de mauvaises nouvelles quelque chose de plutôt positif. Faut pas sauter au plafond, faut pas crier de joie, mais il faut se dire que, voilà, au moins l'orientation est à droite.
Il y aura Maintenant, une- il va falloir nourrir cette orientation, et c'est là où les députés du Rassemblement national auront un sacré travail. Mais c'est pour ça que j'allais vous dire, en fait, le Premier ministre risque de se heurter à la barrière législative. À moins que d'être soutenu par le RN. Et à moins Et là, est-ce que le Rassemblement national a eu tort justement de dire qu'il refuserait de participer à un gouvernement Barnier? Donc il y a d'un côté, ok, il le censurerait pas, il pourrait voter peut-être avec lui certaines choses. Pour autant, refuser des postes de ministre, est-ce que c'était une mauvaise stratégie de leur part? Non, il ne faut pas se mentir. Le gouvernement Barnier n'aurait sûrement pas proposé officiellement, clairement, de poste de ministre au Rassemblement national. Ça aurait été se tirer une balle dans le pied. Et de l'autre côté aussi, si le RN participait à ce gouvernement, il se tirerait une balle dans le pied pour les prochaines élections. Donc non, c'était dans l'intérêt d'absolument aucun, ni d'un côté ni de l'autre, que de travailler ensemble. Et ces volontés n'existaient pas. Michel Barnier, même si effectivement il laisse à penser qu'il a plutôt envie de gouverner à droite, est quand même au sein d'un gouvernement, est au sein d'un pouvoir macroniste. On a besoin d'ailleurs des députés macronistes. Donc il ne peut pas s'ouvrir jusqu'au Rassemblement national. En revanche, ce qu'il peut y avoir, c'est une... je ne devrais pas employer le mot de complicité, mais d'accord tacite, de collaboration implicite, qui laisserait au gouvernement Barnier les mains libres pour déjà trouver un budget, essayer de réduire les dépenses, on en a besoin, et puis faire 2-3 petites choses qui ne seront pas la panacée, c'est évident, mais 2-3 petites choses en faveur d'un contrôle plus drastique de l'immigration, et peut-être aussi à l'égard de la sécurité en France, qui en a grand besoin. Voilà, et donc le Front National pourrait peut-être voter quelques lois qui seraient positives, tout en restant dans une posture d'opposant de fait. Voilà, pour se ménager toutes les chances aux prochaines élections. Louis Rigaudière. Sur la stratégie du nouveau Front populaire, Jean-Luc Mélenchon a tenu cette déclaration pendant les manifestations de gauche ce week-end. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche. Tout le reste, laissez tomber. Qu'est-ce qu'elle révèle, cette phrase, selon vous, Julien Rochdy ? Elle révèle, je sais pas, je la connaissais pas, là vous me l'apprenez, mais elle révèle la nuisance absolue qui est de la gauche, et qui est la gauche, parce que si les quartiers et les jeunes ont besoin d'une politique de gauche, qu'entend-il par politique de gauche? Une politique de redistribution? Une politique d'assistanat, c'est-à-dire que la jeunesse et les quartiers auraient besoin de davantage de subventions, de redistribution, d'assistanat, de subsides divers et variés, et tout le reste, on s'en fout. Qu'a-t-il dit? C'est quoi? Que dit-il dans sa phrase? Il faut lâcher le reste? Voilà, il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers. Là se trouve la masse de gens qui ont intérêt à une politique de gauche. Tout le reste, laissez tomber. Et je précise que cette citation a été prise un petit peu, comment dire... Sur le vif, sans qu'il sache qu'il était filmé. Voilà, il ne savait pas qu'il était enregistré à ce moment-là. Voilà, il a donné ses véritables intentions, qui sont celles de la gauche. Sauf que si le reste, il faut le laisser tomber, il faut quand même rappeler à tous ces braves gens que c'est le reste qui va payer les subventions, l'assistanat et les différents subsides de cette France des quartiers et des jeunes, prétendus jeunes, qui auraient prétendument besoin d'une politique de gauche. Donc en fait, il veut laisser tomber ce qui pourrait payer sa politique. Je veux dire, c'est absurde, c'est non fonctionnel, c'est dysfonctionnel, ça ne peut pas... Je veux dire, la gauche est d'une nuisance absolue, c'est dramatique. C'est dramatique que des gens puissent se laisser avoir par ces positions démagogiques. On va passer à la seconde petite devinette, Julien Rochdy. Qui a dit « Le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner » ? C'est un homme que vous aimez beaucoup. C'est connu, mais je me souviens plus qui. Je me rappelle plus. Napoléon Bonaparte. En même temps, il y a tellement de phrases de Napoléon Bonaparte sensées. C'est marrant parce que je pensais, en entendant cette citation, je pensais à la phrase d'un autre Corse. Je pensais à Pasqua. Oui, c'est vrai, ça aurait pu. Voilà. Et donc, je pensais à un autre Corse, que ça ressemblait pas mal à la fameuse sortie de Pasqua.
Oui, bon, mais écoutez, Julien Rochdy, on va mettre un terme à cette addition qui est passée très très vite. On aurait pu évoquer l'élection américaine, mais on aura l'occasion d'en reparler puisque ce soir a lieu le débat qui oppose Trump à Kamala Harris. D'ailleurs, je rappelle aux auditeurs, Kamala Harris se situe, selon un sondage Ipsos, à 47% dans les sondages, quant à Trump, 44%. L'écart se creuse un tout petit peu, même s'il reste encore assez serré. Merci beaucoup, Julien Rochdy, pour cette addition. Merci. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.